Bonsoir à tous, bienvenue de la part de tous les membres du Master Management dans les pays du Sud à cette conférence Cap vers le Nord, investir et exporter depuis les pays du Sud. Un grand merci aussi tout particulièrement aux étudiants, on sait que c'est une période chargée en cette période avant les partiels, donc merci d'être présents ce soir. Merci également à nos intervenants ici présents, M. Marchand et M. Jacquemot, qui vont nous apporter une expertise et un éclairage sur les dynamiques d'investissement et d'exportation en provenance des pays du Sud. Et M. Amin Ismail, qui ne peut pas être avec nous au présentiel ce soir car il est actuellement à Madagascar. Merci à vous. Il va nous apporter un éclairage concret sur les dynamiques d'exportation en provenance des pays du Sud et plus particulièrement de Madagascar. Voilà. Et oui, j'allais oublier, mais la conférence va se dérouler, on aura 1 heure de débat avec nos 3 intervenants, et ensuite on aura un temps où on pourra échanger, ou si vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu pendant le débat, soyez libres de poser les questions que vous désirez. Voilà, je vais laisser la parole à Scola qui va présenter plus en détail nos intervenants. Commençons avec M. Marchand. Vous êtes chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine, expert en stratégie internationale et en intégration des multinationales émergentes. Vos travaux portent sur les acquisitions des entreprises du Sud dans les économies du Nord et les défis auxquels celles-ci font face une fois implantées. Vos recherches ont permis de mettre à jour certaines théories classiques de gestion internationale en montrant comment les entreprises du Sud redéfinissent les modèles d'internationalisation. En parallèle, votre carrière de consultant et de formateur vous a conduit à accompagner de nombreuses entreprises internationales sur des thématiques telles que le leadership, la stratégie ou le management international. Nous avons également avec nous M. Jacquemot, universitaire et diplomate. Vous êtes ancien maître de conférence ici même à Dauphine. Vous avez occupé des postes de premier plan en Afrique, notamment en tant qu'ambassadeur de France au Ghana, au Kenya et en République démocratique du Congo. En tant qu'expert à la Fondation Jean Jaurès, vous apportez une analyse approfondie sur les enjeux africains et les relations internationales. Vos travaux s'inscrivent dans une réflexion globale sur les relations entre l'Afrique et le reste du monde, en particulier sur les aspects économiques, géopolitiques et de développement durable. Et enfin, nous avons avec nous M. Ismail. Vous êtes directeur général d'Unima, une entreprise malgache pionnière dans l'aquaculture durable. Sous votre direction, l'Unima s'est imposé comme un acteur majeur du secteur, exportant des crevettes vers l'Europe et l'Asie, tout en adaptant des pratiques éco-responsables. Votre parcours témoigne de votre capacité à allier performance économique et responsabilité environnementale. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir partager votre expérience avec nous. Donc, nos 3 experts nous permettront d'avoir une vision éclairée sur les dynamiques d'investissement et d'exportation sud-nord, ainsi que sur les enjeux stratégiques et géopolitiques liés à ces échanges. D'autant plus que c'est une question qui est très intéressante puisqu'elle nous permet d'aborder une approche qui est encore peu traitée, donc celle des flux du sud vers le nord. On voit de plus en plus d'entreprises du sud qui élaborent des stratégies d'internationalisation en direction des marchés du nord et ils les perçoivent vraiment comme des leviers d'opportunités économiques. Donc ce thème nous permet vraiment d'ouvrir la réflexion sur ces opportunités ainsi que sur les défis auxquels les entreprises du Sud auxquels elles vont devoir se confronter à un moment donné. Et donc je me tourne tout d'abord vers vous, Monsieur Marchand, au regard de vos recherches et des résultats que vous avez obtenus sur le terrain. Quelles sont les principales motivations des entreprises du Sud pour investir et exporter sur les marchés du Nord? Je suis très content d'être là. J'étais étudiant et donc formé à Dauphine. J'ai fait ma thèse et je peux confirmer à quel point c'est un super endroit pour se transformer, comme on a dit un membre de mon jury de thèse. Pour faire pas simple, mais première entrée sur cette première bonne question. Donc, très rapidement dans ma thèse, j'ai
étudié des boîtes françaises rachetées par des multinationales de pays émergents, dans une catégorie très large. Et si on regroupe en deux grands motifs d'acquisition, c'était les marchés, le développement commercial d'un côté, et de l'autre côté, synergie opérationnelle. Les marchés, ça peut être, je vais prendre quelques exemples, ça peut être s'implanter en France, tout court, s'implanter en Europe, ou d'autres moyens, plus divers. Une entreprise indienne avait acheté un vignoble en France. C'était pas tant pour faire du business en France que d'acquérir une sorte d'image qui jouait en répercussion sur le marché indien. Ça donnait une sorte de valeur ajoutée très forte. Une entreprise tunisienne dans le secteur sous-traitant automobile avait acheté une boîte française, cette fois-ci pour acquérir certaines normes, on va dire, technologiques, lui permettant, pareil, en rebond ou par répercussion, de toucher des marchés beaucoup plus larges. Donc ça, c'est le côté accès à des marchés. 1. 2, c'est le côté opérationnel, au sens très large. Ça peut être l'acquisition de technologies. Mes cas datent des années 2010-2015, et peut-être malheureusement la France se désindustrialisant, bien ça va se raréfier. J'ai commencé parce que j'avais vécu en Chine et j'avais travaillé pour une boîte chinoise qui avait racheté une boîte française. Et la boîte chinoise voulait créer un site en Chine, le même que ce qu'ils avaient vu en France. Et donc ils avaient racheté la boîte française pour que des ingénieurs français viennent installer en Chine un site de production équivalent. Ou une autre boîte chinoise qui avait racheté une boîte française de l'Est de la France pour des technologies particulières de tracteurs, des systèmes de tracteurs. Donc là, c'est l'aspect opérationnel, ou chaîne de valeur, etc. Donc marché et opération. Pour résumer. Monsieur Ismail, au regard de ce que vient de nous présenter Monsieur Marchand, est-ce que vous retrouvez dans le contexte de Unima, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Vous êtes adressé à moi, je n'entends pas très bien. Ah, pardon, excusez-moi, vous m'entendez mieux? Ou pas du tout? Là, je vous entends. Ouais. Ah, ok. Je disais, au regard de ce que vient de nous présenter Monsieur Marchand, est-ce que vous vous retrouvez dans le contexte du Unima? Est-ce que vous auriez des choses à ajouter? Écoutez, est-ce que je peux me permettre de faire un petit retour historique avant de répondre à cette question? Bien sûr, oui. Contexte écrire un peu, en tout cas, le contexte à Madagascar. Je me replonge à l'indépendance. L'indépendance, Madagascar, comme beaucoup de pays d'Afrique, c'est un pays qui a pratiquement pas d'industrie, pratiquement pas qui est un pays qui est un peu enfermé dans une dépendance économique structurelle, débouché de produits manufacturés européens, pas d'industrie locale, et puis source de matières premières, de l'agriculture, de produits de rente. Et à moment d'indépendance, commence à se prendre les virages industriels. Il y a quelques industriels, mon père en a été un qui s'est lancé dans le textile, qui s'est dit, au lieu d'importer, je vais essayer de produire localement pour le marché local. Et il s'est lancé dans une intégration, filature, tissage, finition, etc. Et puis, après avoir conquis le marché local, il se dit, mais au fond, j'ai un savoir-faire, je vais peut-être m'occuper un petit peu d'international et d'exportation. Et alors, Madagascar est coincé entre à l'est l'Asie du Sud-Est et à l'ouest l'Amérique centrale et latine, au sud de l'Afrique, il a fallu imaginer des marchés sur lesquels on pourrait être compétitif, et on a fait un choix de le faire par la qualité. Et donc, le parti pris à ce moment-là, c'est de produire pour l'export des produits à forte valeur ajoutée pour se démarquer de ces deux continents. Et nous, on a choisi à ce moment-là la crevette. La crevette, c'était d'abord la pêche, alors une usine à terre pour faire de la forte valeur ajoutée, puis ensuite la création d'un modèle qui était une aquaculture tout à fait différente d'une aquaculture de crevette. Et à partir du moment où on s'intéresse au marché européen, on regarde quels sont les marchés d'abord les plus intéressants, et d'un point de vue de la valeur ajoutée, d'un point de vue de la qualité, l'Europe du Sud apparaît comme un marché tout à fait intéressant. Et pour pouvoir se positionner sur ces marchés-là à l'exportation,
dans le cadre d'une diversification par rapport à une activité qui, au départ, est une activité locale. C'est d'abord un accès à des devises, un accès à une diversification tout à fait intéressante qui permet de s'affranchir un peu des risques du pays. On cherche à s'implanter, et là, naturellement, quand on développe des produits de qualité, c'est le choix qui est fait par opposition de produits un petit peu tout venant, qui venaient un petit peu d'autres régions du monde. Le choix qui a été fait, c'est celui de l'intégration verticale, pour porter au-delà des productions à Madagascar, le marketing, la distribution, voire la transformation. Donc, nos premières implantations en Europe, c'est pour accompagner la valorisation de nos produits sur les marchés, en particulier la France. À Paris, un bureau à Paris, un bureau à Madrid, un bureau à Barcelone, à Lisbonne, et ensuite une usine de cuisson qu'on crée, donc de toutes pièces, une usine d'aliments à La Réunion. La Réunion, c'est 200 Indiens, mais c'est pas de la France. Et petit à petit, cette intégration se met en place. Et l'étape suivante, c'est peut-être un développement par acquisition de confrères. Donc nous, ça a été une espèce de suite logique, la recherche d'une diversification par rapport à une activité économique dans un pays et la volonté d'accompagner nos produits sur les marchés. Monsieur Marchand, Monsieur Jamot, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous avez une réaction aux propos de Monsieur Ismail? Oui, si vous le permettez, ces propos sont assez exceptionnels. Il raconte une histoire que j'ai pas très souvent entendue raconter pendant les 25 ans que j'ai passé en Afrique. Alors, une première limite, je ne connais que l'Afrique. Et j'ai l'habitude de dire, comme un académicien célèbre, Eric Orsena, plus on connaît l'Afrique, plus on mesure son ignorance et le fait qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre pour le connaître. Donc je ne connais que l'Afrique et je me suis davantage intéressé aux investissements étrangers dans les pays où j'étais que l'investissement de ces pays en direction des pays du Nord. Néanmoins, cette histoire est exemplaire, on en rencontre, mais globalement, il y a peu d'investissements en direction de l'Afrique vers les pays du Nord, et il est à craindre que l'arrivée de Trump, si ça vous intéresse, j'en dirai un mot tout à l'heure, l'arrivée de Trump réduise encore les perspectives pour les économies africaines, y compris Madagascar, qui bénéficiait d'un accord privilégié avec les États-Unis, puissent continuer leur croissance en direction des pays du Nord. Pourquoi? D'abord parce que la plupart des pays africains sont très endettés, donc les priorités sont d'abord d'assurer la couverture des besoins d'investissement dans le pays sur des bases d'endettement qui sont quand même très élevées globalement. Et la période de la pandémie n'a pas arrangé les choses. Pendant une vingtaine d'années, on avait des situations qui s'étaient assainies après multiples opérations d'annulation de dettes, bilatérales et multilatérales, et puis progressivement les pays se sont réendettés sur les marchés, souvent à des conditions très défavorables, ne pouvant plus avoir accès à des financements multilatéraux comme par le passé. Et donc, les capacités d'investissement, globalement, en tout cas au plan macro, sont assez limitées. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans un l'héritage colonial, que ce soit l'héritage portugais, français, britannique, reste encore fort dans les spécialisations à l'export de beaucoup de pays africains. Le principal domaine d'exportation, c'est le pétrole, les hydrocarbures. C'est évident pour l'Algérie, c'est évident pour le Nigeria, c'est évident pour l'Angola, c'est évident pour le Gabon, pour le Congo. C'est ça qui domine. Et souvent avec des hydrocarbures peu transformés. Le Nigeria est en train de construire sa première raffinerie, imaginez. Plus de 60 ans après les indépendances. Mais ça marque également le secteur agroalimentaire, si vous le permettez, sur des spécialisations qui peuvent être des fruits, des légumes, qui ont été longtemps de l'arachide pour le Sénégal, etc. Et qui restent très particuliers. Même le Kenya, qui est un des pays les plus dynamiques à l'exportation, exporte principalement des fleurs.
les roses que vous achetez, vous avez une chance sur deux qu'elles viennent du Kenya ou de l'Éthiopie, peut-être de l'Équateur. Vous voyez la géographie de chacun de ces pays, de proximité avec l'Équateur. On est quand même dans des domaines où il y a une forte spécialisation héritée et des exportations qui portent sur des produits qui sont faiblement transformés. Ça, c'est une deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que quand il y a des perspectives d'investissement, pour certaines entreprises, de plus en plus, elles investissent en Afrique. Et parmi les plus gros investisseurs africains, on compte le Maroc, on compte l'Afrique du Sud, on compte le Kenya, on compte le Nigeria. Le Maroc a une stratégie d'investissement africaine, très nette, qui a démarré sur le secteur de l'aviation avec Royal Air Maroc, qui offre une palette de services qui ne sont pas offerts par des compagnies habituelles, que ce soit Air France ou d'autres compagnies. Mais également, le Maroc est très puissant dans le secteur des engrais, avec le fichérifien des phosphates, et a des implantations de plus en plus importantes dans le secteur de l'engrais, à partir de ses ressources de phosphate. Et le Maroc est très puissant dans le secteur bancaire, rachète un certain nombre de banques. La France a quitté, le secteur bancaire français quitte l'Afrique, BNP est parti, la Générale est en train de partir, presque partout, peut-être pas partout, mais et qui rachètent, ce sont des Turcs ou des Marocains. Donc c'est important de savoir qu'il y a un investissement sud-sud qui est intéressant à observer et qui existe depuis de manière assez dynamique depuis une dizaine d'années. Et un des plus gros investisseurs en Afrique, c'est le Maroc. Ce ne sont pas des pays européens. Voilà trois choses que je voulais dire pour l'instant. Voilà. Vous parlez notamment du passé colonial de la France et de plein de pays européens, et notamment d'une stratégie d'internationalisation qui est maintenant spécifiquement, qu'on peut déterminer comme africaine. Est-ce qu'il y a justement une approche différente en termes de négociation, de rapport de pouvoir entre une coopération sud-nord et une coopération sud-sud, selon vous? Bon, l'héritage colonial, à l'échelle de l'histoire de l'Afrique, c'est peu de choses, c'est 80, 60, 70 ans, 80 ans, hormis peut-être le cas de l'Algérie où la colonisation a commencé en 1830, mais il faut savoir que c'est à l'échelle de l'histoire africaine, c'est peu, et même à l'échelle si on fait la comparaison avec la période des indépendances, c'est en gros 65 ans d'indépendance pour guère plus de période coloniale. Mais la puissance de la décolonisation, ça a été de transformer radicalement l'activité agricole. Au Sénégal, on avait une palette d'activités, la colonisation a obligé de faire de l'arachide et a obligé les populations de consommer de la brisure de riz qui venait de ces colonies d'Asie, du Sud-Est. Donc on a des modèles qui sont quand même très, très, très puissants, sur lesquels s'étaient établis des rentes de situation pour un certain nombre d'opérateurs économiques, publics, privés, nationaux, internationaux, et ça a profondément marqué. Et en sortir, ça met du temps. Jouer sur des cartes de diversification, ça joue du temps. Surtout quand les pays... Alors, le grand enjeu, c'est évidemment la coopération régionale. Trouver des marchés à des échelles significatives. Il y a un grand projet qui concerne 54 pays, qui est la zone de libre-échange continentale, qui est un projet énorme, qui suppose la consolidation des sous-ensembles. Il y en a 6 significatifs. Il y en a un qui ne marche pas beaucoup, qui concerne l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, enfin les pays du Maghreb, pour un certain nombre de raisons qui est actuellement bloqué. Il y a certains sous-ensembles, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, enfin Afrique australe, pardon, qui connaissent un certain dynamique, en général autour d'un pôle, Afrique du Sud pour l'Afrique australe, le Kenya pour l'Afrique de l'Est, un pôle plus dynamique. Donc il y a des perspectives, mais encore faut-il trouver des complémentarités, alors que beaucoup
des spécialisations coloniales héritées sont des spécialisations identiques apposées à des pays voisins. Alors, il y a des complémentarités naturelles entre, par exemple, les pays sahéliens qui sont des pays d'élevage, pour faire très simple, hein, et des pays côtiers qui sont davantage des pays d'agriculture, fruits et légumes. Donc il y a mais ça ne correspond pas nécessairement à des marchés très, très importants et qui souffrent toute une série d'entraves, même s'il peut y avoir une monnaie commune comme le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Il y a beaucoup de déclarations d'incantation, mais il y a encore beaucoup d'obstacles à ces échanges à des échelles régionales qui est probablement, enfin, en tout cas pour moi, une des étapes obligées pour pouvoir gagner en taille, en compétences, en efficacité, en productivité, en maîtrise de l'ensemble des facteurs qui permettent de gagner des marchés et de se présenter sur les marchés internationaux. Oui, si je rebondis sur ce que vous dites à l'instant et votre question initiale sur les héritages au sens large des colonisations, il y a deux choses qui font écho. La première chose, le premier point, c'est que quand on parle à la fois d'exportation, de développement international, il y a un grand classique en management international dans les théories, c'est la notion de distance. Je suis dans un pays X et je veux développer dans un pays Y. Une partie de la facilité que j'ai à m'implanter dans ce pays Y, c'est lié à la distance qu'il y a entre les deux pays. Alors, cette distance, c'est une fonction de plein de choses. Ça peut être la distance géographique. Le pays est à côté, on peut envoyer des camions. Ça peut être une distance culturelle ou linguistique. C'est plus facile d'exporter en Belgique ou aux Pays-Bas, des choses comme ça. Il y a une distance administrative au sens large ou institutionnelle administrative. Les environnements juridiques ou en partie l'environnement d'affaires se ressemblent parce que, par exemple, des influences politiques suffisamment fortes ont fait que dans tel pays, eh bien, les institutions sont nommées comme ça. Donc il y a, dans ce premier aspect, et c'est possible, et c'est souvent le cas, on se rend compte que la distance géographique n'est pas forcément une barrière très forte, mais que peut-être d'anciens liens entre pays type colonie, etc., ont créé des connexions qui font que voilà, ça devient plus facile de se développer dans tel ou tel pays. France et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. Et un deuxième point, mais peut-être qu'on pourra le développer plus tard, c'est le côté régionalisation. Et là, c'est le leg de la colonisation peut jouer dans l'autre sens. Il y a des économistes qui parlent beaucoup à ce niveau très macro du monde, des grandes régions dans le monde, et des grandes intégrations nord-sud. Et beaucoup d'économistes, Pierre Béclouche en France par exemple, indiquent le fait que les Amériques, pilotées par le Nord, avec une sorte de division du travail nord-sud dans les Amériques, ont créé des flux assez bénéfiques. Et la région Amérique fonctionne bien du nord au sud, du moins pour certains. Pareil sur l'Asie du Nord, Japon, Chine, Corée, qui travaillent beaucoup avec les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple. Et ça crée beaucoup de dynamique et de développement pour les pays du nord de l'Asie et du sud de l'Asie. Et il y a une région dans le monde qui fonctionne beaucoup moins bien, où il y a beaucoup moins de ces synergies nord-sud, c'est la nôtre. Et dans ce qui complique cette intégration méga régionale nord-sud, c'est aussi des dimensions politiques, au sens le plus large et le plus dense du terme. Et je pense qu'on se dit ici à des contre-coups de ce passé qui bloquent sans doute les deux côtés. Monsieur Ismail, je reviens vers vous. Peut-être un exemple concret, puisque Unima exporte à la fois sur le marché chinois et en France principalement. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur ce sujet, justement? Pour parler de coopération régionale, il y a dans la région d'Afrique de l'Est, Madagascar et les îles de l'océan Indien, la SADC, dans
organisme qui essaye effectivement de créer un marché local. C'est pas simple. Madagascar qui est une île, alors Madagascar s'enorgueillit un petit peu d'être tout à fait en Afrique, tout à fait en Asie. Donc effectivement, la Chine est présente à Madagascar et nous exportons, 80% de nos marchés c'est l'Europe. Et j'ai envie de dire presque la France, l'Espagne et le Portugal. Le reste, notamment, va vers les États-Unis ou vers l'Asie, essentiellement en Chine. On a plus de mal en Chine. Les différences culturelles sont réelles, les règles sont parfois complexes, plus j'ai envie de dire presque opaques. Dans la législation des produits agroalimentaires, on peut avoir la surprise de voir qu'on est accepté une année et l'année d'après, pas forcément, on peut avoir des forts partenariats locaux. En notre cas, on s'est relativement bien développé en Chine quand on a commencé à travailler avec une grande entreprise d'État qui a apporté nos produits. Et jusqu'avant, c'était très difficile d'obtenir les autorisations. Bon, aujourd'hui, plein de raisons pour ce chinois, un marché qui est plein en berne. Et on s'est reconcentré sur les marchés européens, mais il est clair que les normes, la clarté des règles fait qu'en ce qui nous concerne, voilà, dans notre secteur qui est aussi un secteur de niche, il faut le dire, on est sur des produits extrêmement haut de gamme, l'Europe représente un marché beaucoup plus naturel pour nous. Vous parlez justement de certaines barrières que vous auriez pu avoir sur le sol chinois. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a également des barrières à l'entrée, mais ici dans les marchés français, espagnols, ou qu'est-ce que vous avez constaté au regard de la situation du Nima? Ah oui, des barrières, il y en a, c'est normal. Quand on est dans l'agroalimentaire, la première barrière est la sécurité alimentaire. De toute façon, on ne peut pas que tout producteur, et ça c'est depuis les années 90, l'Europe a délégué en 1991 son autorité compétente d'inspection vétérinaire sur tous les produits agroalimentaires du monde. Et chaque pays doit se conformer. Chaque pays, chaque État, doit avoir un corpus réglementaire, des laboratoires indépendants et des entreprises qui jouent les règles. Donc ça, à la fois, on a les mêmes règles que n'importe quel producteur en Union européenne, et ça me paraît tout à fait légitime et normal. En ce qui nous concerne, on a même voulu aller un peu plus loin, parce que cherchant à nous différencier, on a été rechercher en Europe ce qui pouvait, dans les labels, dans les certifications, pouvait nous aider à émerger. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, et que pour le coup, parler de notre modèle qui est un peu différent de ce qu'il dit, c'est vrai qu'il ne connaît pas beaucoup. Il n'y a pas tant d'entreprises que ça à Madagascar qui sont lancées dans l'agroalimentaire vers l'Union européenne. Il y a du reste beaucoup d'embargos encore à l'Union européenne, mais des embargos sur les pays qui ne sont pas au niveau des normes. Et si vous avez la malchance d'appartenir à un pays qui n'a pas mis son administration et ses laboratoires et son inspection vétérinaire au niveau, ben, vous ne pouvez pas exporter, tout simplement. Donc il faut que votre pays soit au niveau. Il ne suffit pas d'être un bon entrepreneur. Et en ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir à Madagascar ce qu'il faut, une administration qui tient la route vraiment, qui fait ce qu'il faut. Et on a même été plus loin, puisqu'on a de nombreux producteurs ici qui vont vers le bio, de nombreux producteurs qui vont vers d'autres types de certifications, des éco-certifications pour ce qui est de la pêche et de l'aquaculture. Et en ce qui nous concerne, on a même été, ça c'était dans les 2000, je me souviens avoir frappé à la porte du ministère de la Pêche et de l'Agriculture française en disant j'ai entendu parler du label rouge, qui est un label extrêmement exigeant, qui sanctionne les meilleurs produits de leur catégorie en général, d'un point de vue gustatif, d'un point de vue du bien-être animal, d'un point de vue des méthodes d'élevage, d'un point de vue des origines, d'un point de vue terroir. Et on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer un cahier des charges label rouge sur une crevette qui venait d'ailleurs que de France? La chance qu'on a eue, c'est qu'une crevette tropicale en France, il n'y en a pas beaucoup. À part un petit peu en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Donc au début, on a eu très grande résistance. L'idée, c'était que le label rouge, qui était essentiellement dirigé vers le marché français, qui ensuite s'est élargi à des produits européens. Vous avez du bar, de la dorade, du saumon de Norvège qui viennent sur le label rouge, qui viennent sur le marché européen. Mais il n'y avait aucun producteur africain. Et aucun producteur asiatique. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé un cahier des charges qui était extrêmement élevé, qu'on a été présenté à l'INAO, et que devant l'exigence du cahier des charges, effectivement, on a franchi les barrières. Et petit à petit, on a pu se développer, effectivement, grâce à ce label, nos ventes. C'était la meilleure façon de valoriser notre origine et notre savoir-faire, le terroir et le bien-être animal qu'on met dans nos élevages. Donc oui, il y a des barrières, mais si vous
savez, je dirais les utiliser, les mettre à votre profit. Alors, bon, moi, la France, Français aussi, quand même, de nationalité, donc c'est peut-être plus facile pour. Il y a beaucoup de doubles nationaux dans les pays en Afrique. Et donc, pour certains, c'est une opportunité, pour d'autres, évidemment, ça va constituer un frein. Merci. Monsieur Jacquemot, Monsieur Marchand, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur les barrières que les entreprises peuvent potentiellement rencontrer lors de leur processus d'internationalisation? Oui, moi j'ai deux commentaires, si vous le permettez, M. Ismail. Un commentaire qui résulte de mes observations de terrain. J'observe qu'il y a, dans un certain nombre de pays africains où j'ai pu travailler, des communautés particulièrement dédiées à l'activité d'exportation, mais qui ne sont pas toujours des communautés nationales. Bon, d'abord, il y a des entreprises étrangères qui sont tournées vers l'exportation et bien implantées dans un certain nombre de pays africains. Je vais juste en citer une parce que je la trouve assez exemplaire. C'est une compagnie qui est installée à Marseille, qui est typiquement un héritage de l'expérience coloniale. C'est une entreprise familiale, la famille Fabre, qui s'appelle la Compagnie Fruitière. Et cette entreprise est dans le secteur de l'ananas, de la banane. Et moi, je l'ai connue en poste, mais du côté de l'administration française au Cameroun, je l'ai connue au Ghana, je l'ai connue au Sénégal, et je l'ai connue également en Côte d'Ivoire. C'est une entreprise tout à fait exemplaire dans le respect du droit du travail, en particulier en faveur des femmes, et avec une responsabilité sociétale tout à fait remarquable. C'est une entreprise qui s'affiche très peu, d'ailleurs, faut le savoir, entre Français, dans beaucoup de milieux d'affaires, d'entreprises implantées en Afrique, on dit souvent le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien, parce que vous avez toujours des ONG ultra-militantes qui viendront vous couper la tête dès que vous sortez un petit peu pour dire ce que vous faites, ce que vous pensez qui est plutôt bien, mais systématiquement, elles se payent un rapport d'ONG particulièrement méchant. Je pourrais raconter quelques histoires que j'ai pu vivre, parfois un peu pénibles. Mais on rencontre des entreprises françaises qui font un très bon boulot en faveur de l'exportation africaine, mais également dans un certain nombre de pays, des communautés, je pense aux Libanais en Afrique de l'Ouest, je pense à la communauté indienne, dont la communauté vous connaissez beaucoup mieux que moi évidemment, et qui ont cette capacité managériale de pouvoir se projeter en dehors du pays et avoir une politique d'exportation dynamique avec une volonté de valoriser les productions nationales et de tenter de respecter les cahiers des clauses très très nombreuses qui pèsent sur les exportations. Et alors à cet égard, et là, ce serait un petit peu plus nuancé. De plus en plus, on a des obligations qui viennent de courants écolos durs et qui viennent se rajouter aux normes, en particulier aux normes européennes. Par exemple, sur la question halieutique, qui est votre domaine, M. Ismail, il y a la conviction qu'on est face à un épuisement des ressources en pêche, du Maroc à Madagascar. C'est un constat d'ailleurs qui peut être fait sur certains produits de la pêche. Vous ne trouvez plus un tiof à Dakar, alors que c'est le poisson national du plat national. C'est un mérou qui a quasiment disparu. Essayez de trouver un capitaine à Saint-Louis, vous n'en trouvez plus, donc il y a des poissons qui ont disparu. Et c'est vrai qu'il y a tout un mécanisme qui met en place beaucoup d'intérêts asiatiques dans le secteur de la pêche et qui se traduit par un épuisement significatif. Donc, de ce fait, il y a un certain nombre de pressions internationales qui pèsent sur il ne faut plus pêcher en Afrique, sur les côtes africaines. Et il faut abandonner les accords de pêche que l'Union européenne a pu... C'est malheureux parce que c'est moins des bateaux espagnols, italiens, français qui sont à l'origine de cette prédation, de ce pillage de ressources. Dans le secteur des minerais, en particulier des minerais critiques pour la défense, l'aéronautique, pour l'informatique, etc., vous avez une pression très forte. Là, je rentre
d'une enquête dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est les 3 régions de l'Ituri, les 2 Kivu, sont en guerre depuis 1996, avec des situations de pillage, parce que les enjeux autour de l'étain, du tantal, du tungstène, tout particulièrement, sont considérables, et la moitié des mines sont sous le contrôle de groupes armés. Et donc il y a une pression internationale exercée par un certain nombre d'ONG pour ne pas acheter les minerais du sang. On parlerait de minerais du sang autrefois à propos du diamant, vous vous en souvenez, à propos du Libéria ou de la Sierra Leone. Maintenant, cette appellation minerais du sang porte. Donc là, il y a un problème, même s'il y a des réponses, diligences raisonnables et autres qui peuvent être préconisées, il y a de plus en plus de difficultés qui pèsent sur ce type d'exportation. En tout cas, ça vaut pour ces deux types de ressources que sont les ressources de la mer et les ressources du subsol. Voilà ce que je voulais dire. Donc il y a une espèce de... Alors, et dans les pays concernés, la montée du souverainisme qui peut être incarnée par le truchement de coups d'État dans certains pays ou simplement par des renversements complètement du paysage politique, comme c'est le cas actuellement au Sénégal, pour prendre ce cas, parce que j'en reviens de Dakar, donc j'étais là pendant les dernières élections législatives. Il y a un renversement complet, puisque l'opposition a gagné les 3/4 du Parlement et le nouveau président a gagné au premier tour de l'élection. Donc il y a un renversement générationnel très important. Il y a un discours souverainiste qui tourne autour du primat à l'économie nationale ou à l'économie dans une perspective régionale plutôt que le primat à l'importation. Beaucoup de rentes se faisaient à l'importation. On préfère acheter des brisures de riz qui coûtent moins cher, voire du tilapia. Il y a une histoire assez extraordinaire. Le tilapia est très prisé sur la côte ouest d'Afrique, c'est un petit poisson. Et vous pouvez l'acheter à Dakar, à Mbour ou à Kaya ou à Saint-Louis. Mais vous pouvez l'acheter aussi fabrication Chine et importé de Chine. Alors le tilapia importé de Chine est fait avec de la farine de poisson produite sur les côtes sénégalaises ou mauritaniennes. Il revient, le tilapia approvisionné en Chine sur cette base, moins cher que le tilapia local. Donc vous avez comme ça des situations commerciales qui sont absolument aberrantes, scandaleuses, mais ça n'empêche que la population achète du tilapia, tout comme tous les matins elle achète sa baguette de pain de blé. Alors comme vous le savez, à part le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, je parle évidemment aussi du Maghreb, on ne produit pas de blé en Afrique. Donc on a des rigidités, encore une rigidité coloniale d'ailleurs, des rigidités comme ça très très fortes et qui se font à l'encontre des pays africains. Bon, je ne veux pas être trop péjoratif, je dis il est particulièrement difficile en Afrique d'être un exportateur et l'exemple qui nous est donné dans le cas malgache c'est tout à fait exceptionnel, je dirais, et tout à fait remarquable, exemplaire, mais assez exceptionnel par rapport à ce que je rencontre compte tenu de toutes les entraves et les difficultés qu'il y a. Est-ce que je peux me permettre de réagir? D'abord, vous avez tout à fait raison sur la pêche sur les côtes africaines. Les Japonais il y a 40 ans, ensuite les Thaïlandais, les Coréens, maintenant les Chinois. Alors, je veux dire qu'on les voit plus dans les eaux internationales que sur les eaux côtières. Les eaux côtières, il faut aussi qu'on parle d'un phénomène. Vous avez ça au Sénégal, la pêche traditionnelle, parfois se développe de façon très importante, peut avoir un impact très fort sur les ressources. Donc il y a aussi quand même un impact de la pêche locale. Mais c'est vrai que les ressources dans les eaux internationales sont parfois, on peut dire, pillées. C'est pour ça que nous disons la fille aux pêcheurs au départ. D'abord dans le textile, puis ensuite dans la pêche, nous sommes devenus des aquaculteurs. Et en essayant de faire les choses différemment, faire des modèles de faible densité, etc. Donc, et cette évolution, elle est très frappante et il y a une diminution des ressources, c'est un fait. Moi, j'aimerais rajouter peut-être une autre barrière pour répondre à la question que m'a été posée tout à l'heure. Quand on parle des rapports sud-nord, c'est un peu une barrière mentale. Celle de la perception de plus en plus négative qu'on peut avoir sur les marchés européens par rapport aux produits importés, surtout ceux qui viennent de loin.
Clairement, aujourd'hui, consommer local, sous prétexte, pas sous des très bons prétextes, qui peuvent être sociétales, mais surtout environnementaux, en mettant en avant le bilan carbone, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un vrai risque pour les entreprises du Sud, surtout celles qui participent ou qui appartiennent à des filières vertueuses. Il y a une vraie mise en péril aujourd'hui sur un certain nombre de produits. On vous dit il ne faut plus acheter ces produits qui viennent de loin, et des problèmes économiques et qui peuvent entraîner des problèmes migratoires, enfin, toutes sortes de choses qu'on connaît bien. Et donc moi je pense qu'il y a un problème d'opportunité de croissance pour les pays du Sud, alors que très souvent, il suffit d'éduquer les consommateurs. Par exemple, dans l'élevage de crevettes que je connais bien, on nous a fait en 2007, on a été la première entreprise du Sud à faire notre bilan carbone dès 2007. C'est la première dans la pêche et l'aquaculture dans le monde. Et à l'époque, on avait déjà dit, et c'était prouvé encore 15 ans après, que ce qui compte dans le bilan carbone d'un produit qui vient du Sud, d'un produit d'élevage comme la crevette, c'est pas le transport maritime entre Madagascar et le port de Fos ou de Dunkerque. Ça représente que 4% du bilan carbone. Ce qui compte, c'est ce que vous donnez à manger, pour revenir au sujet que vous évoquiez tout à l'heure, d'où ça vient l'appareil de poisson qu'on lui donne, et l'énergie que vous mettez pour élever. Et là, on se rend compte que c'est bien meilleur pour la planète de faire venir une crevette de Madagascar bien élevée, dans des conditions à faible densité, par des bateaux sur l'Europe, en container frigorifique, que d'aller les chauffer de l'eau en Europe pour produire une crevette tropicale. Le bilan carbone est très important dans ce cas-là. C'est la même chose pour les tomates qui viennent d'Afrique, ou des tomates élevées sous serre en France, qui ont un bilan carbone qui n'est pas forcément le meilleur. Donc en fait, on a un vrai problème qui est celui de lutter peut-être contre quelques idées reçues par rapport à cette problématique, mais moi je le sens très fort. Aujourd'hui, quand je vais voir, on est très très bien introduit dans toutes les grandes distributions françaises, mais ce débat revient très régulièrement, et la communication sur l'origine est peut-être plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. J'avais plein de commentaires à vous écouter. Cette notion de pays d'origine et d'image du pays d'origine. Avant ça, je crois que le témoignage de M. Ismail génial sur le côté aussi l'écosystème, sur le côté l'administration malgache est à la hauteur et donc nous permet ceci. C'est un grand classique d'entrepreneuriat. Au début, on croit que c'est une personne, et puis non, c'est pas juste une personne. C'est un écosystème dans lequel cette personne puis cette entreprise permet de se développer. Et vous parliez tout à l'heure, la question d'origine, c'est les obstacles ou les difficultés. Et en voilà une vraie de difficulté. Est-ce que localement, on a l'écosystème? Alors, là, c'est institutionnel, administratif, au niveau des normes, etc. J'ai un ami qui est de l'Union européenne qui fait ses négos pour les accords de libre-échange. Oui, avec beaucoup de pays du Sud, le dialogue institutionnel est compliqué parce que les niveaux de discussion ne sont pas du tout les mêmes. L'épaisseur des discussions n'est pas la même. L'habitude de ces accords n'est pas du tout la même. Donc il y a un écosystème institutionnel administratif. Il y a l'écosystème des banques que vous aviez aussi, M. Jacquemot, tout à l'heure mentionné. La semaine dernière, je crois, j'étais à la Banque de Chine, un tout petit peu plus haut, sur le boulevard Bank of China de Paris. La Banque de Chine est typiquement de ces environnements institutionnels au sens large qui permettent aux entreprises chinoises d'avoir des relais financiers et institutionnels sur place, France et Europe. Pareil pour les grosses banques marocaines. Ça fait partie de cet écosystème, dont des pays comme la Chine, comme le Maroc, ok. Beaucoup de pays, quand bien même un ou une entrepreneuse aurait une idée géniale, un business model parfait, tout ce qu'il faut, n'a pas forcément les relais de cet écosystème disponible. L'exemple typique, c'est les téléphones africains. Vous voyez, 2-3 ans maintenant, des nouveaux téléphones sont produits à, je ne sais plus si c'est Rwanda ou Ouganda, je crois que c'est Rwanda, produit entièrement à Kigali. Et ça a été annoncé comme le premier téléphone africain. En fait, non. Il y a 10-12 ans, il y avait, entre guillemets, déjà le premier téléphone africain, et c'était au Congo-Brazza.
entièrement construit à Brazzaville. Et ça a tenu quelques 3 ans en fait. Manque de relais financiers, donc l'entreprise s'est essoufflée. Et ça, en termes d'entrepreneuriat au sens large ou de développement, on n'est pas tout seul. Et donc, quand on ne réalise pas, on est dans un écosystème. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez mentionné au début, Monsieur Jacquemot. Vous avez parlé, quand on parlait de barrières, vous avez parlé notamment de la nouvelle, des conséquences de l'élection de Trump sur ce que ça va pouvoir provoquer dans les stratégies d'investissement et d'exportation des pays du Sud. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Si je peux passer les deux diapos que j'ai récupérés hier. On va y aller, on va descendre parce que tout ça vous intéresse plus, on en a parlé, c'est parti d'ici. Juste avant de parler de Trump, il y a un cas qui est intéressant à étudier, qui malheureusement corrobore l'appréciation un peu, pour le moins nuancée, que j'ai pu faire sur les capacités d'exportation. Il y a un produit sur lequel l'Afrique, un pays africain, 2 pays africains voisins, disposent d'une position sur les marchés internationaux unique. C'est le cacao. Côte d'Ivoire, Ghana, 60% de la production mondiale de cacao. Vous trouvez très difficilement à Abidjan ou à Accra une tablette de chocolat fabriquée localement. C'est quand même hallucinant. Et si vous allez au salon de l'agriculture à Paris, il y a toujours un stand de Côte d'Ivoire tout à fait impressionnant. Et il est plus grand encore que celui du Maroc, qui est particulièrement impressionnant. Et vous trouvez effectivement 2-3 tablettes de chocolat, qui n'est pas très bon d'ailleurs. Et c'est quand même très étonnant d'entendre des collègues ivoiriens qui vous disent qu'il faudrait quand même qu'on transforme notre chocolat. C'est quand même, quoi. Et les raisons sont, alors, qui tiennent peut-être au fait que la filière est contrôlée par 3-4 multinationales particulièrement dynamiques, et que les marchés de transformation se situent en Belgique, en Suisse, etc. Mais en 60 ans, on n'a pas réussi à renverser la tendance. Et exactement comme je l'entendais il y a 50 ans, excusez-moi de l'âge, j'entends des amis ivoiriens, il faudrait vraiment qu'on commence à transformer notre chocolat, notre cacao, c'est quand même assez stupéfiant. Alors oui, les mesures Trump, plus 10% sur les importations, plus 60% pour les produits chinois, pas encore pour en tout cas c'est les annonces, ça va impacter tout le monde de manière assez sensible. Mais compte tenu du fait que l'Afrique est relativement peu exposée, enfin peu exportateur sur l'Amérique du Nord, sur les États-Unis, le choc protectionniste aura à due proportion, évidemment. Et alors là, on a essayé de l'identifier pour un certain nombre de pays. Malheureusement, ça va affecter Madagascar. Le Lesotho, c'est peanuts. C'est méchant de dire ça pour un pays, mais c'est pas un pays aussi important que peut l'être Madagascar, l'Éthiopie, le Ghana ou le Kenya. Mais vous voyez que Madagascar, qui va perdre le bénéfice d'un accord typiquement démocrate dans sa conception, qui est l'AGOA, parce que Trump va remettre en cause complètement. C'est un accord commercial qui, sous réserve que le pays bénéficiaire respecte un certain nombre de règles, notamment en matière de droits de l'homme, de l'enfant et de la femme, et s'il y a une entorse de ce point de vue, l'accord peut être mis en cause, sous réserve qu'il respecte un certain nombre de ces conditions fondamentales, peut bénéficier d'un accès sur le marché américain, d'un certain nombre d'avantages commerciaux, voire d'avantages financiers. Si l'administration Trump, et c'est à craindre, remet en cause complètement ces accords qu'il peut avoir avec un certain nombre de pays du Sud, ça aura un impact
ça a un impact important. Et là, on a fait une simulation pour un certain nombre de pays où c'est cette liste pour des pourcentages qui sont pas totalement négligeables. Et le coût annuel moyen sur 10 ans des mesures proposées par Trump sont identifiés sur ce graphique. Il est évident que la baisse des impôts sur les sociétés va probablement avoir un impact très très fort, puisqu'il est question, je crois, de faire passer le niveau d'impôt de 35 à 22%, mais également l'impôt sur le revenu, etc. Toute la modification, la défiscalisation va avoir un impact très favorable pour les opérateurs américains et par contre-coup défavorable pour les opérateurs du Sud, à commencer évidemment par le Mexique, le Canada, mais très, très, très accessoirement pour les pays africains. Et voilà, juste voir s'il y a une possibilité pour les Africains de se tourner vers la Chine, qui, comme vous le savez, traverse une période critique, en tout cas c'est ce que je crois comprendre, et n'est pas dans un dynamisme tel qu'il a pu l'être pendant les 10 dernières années. Il y a quelques opérateurs qui peuvent trouver encore des opportunités de se redéployer des États-Unis vers la Chine, mais ce sont des exportateurs de produits minéraux, des produits faiblement transformés. Vous voyez, la République démocratique du Congo, c'est le gros pays qui est au milieu, là. Il va exporter du cobalt, produit stratégique, du cuivre, et puis d'autres minerais critiques, mais ce ne sont pas des minerais à très forte valeur ajoutée. Et donc, l'administration Trump va, si elle se déroule comme on peut le craindre lorsqu'on entend un certain nombre de nominations qui viennent conforter le discours de Trump pendant la campagne, on peut avoir quelques inquiétudes sur un impact négatif sur les perspectives d'exportation d'un certain nombre de pays du Sud. Merci pour ce point de vue très intéressant. Avant de passer aux questions-réponses, est-ce que, M. Marchand, vous auriez quelque chose à ajouter, peut-être, pour conclure, ou tout à l'heure? Il y a plein d'autres sujets. Au niveau de l'expérience UNIMA est vraiment intéressante aussi. Je pense dans le cadre d'un master, en lien avec des choses plus générales, parfois même théoriques. Beaucoup de pays du Sud investissant au Nord ont mis en lumière le fait qu'il y a des routes ou des chemins qu'on dirait très très différents pour s'internationaliser. On entendait tout à l'heure avec M. Ismail l'aspect des modes d'entrée dans les pays. Commencer peut-être par de l'export, puis des partenariats, puis des acquisitions, de la création de filiales, des modes d'entrée de plus en plus intensifs. Et où, en même temps, s'attaquer à des marchés plus proches ou plus lointains, justement. Et beaucoup de pays du Sud ont mis en lumière le fait que, contrairement à ce qu'ont fait les pays européens, les entreprises européennes pendant les années 50 à 90, qui allaient très méthodiquement de proche en proche, de pays voisins en pays voisins, en allant doucement de l'export, puis de partenariat, puis d'acquisition, beaucoup d'entreprises des pays du Sud ont montré qu'il y a différentes manières, et pour prendre deux exemples très connus qui sont devenus assez emblématiques pour beaucoup d'entreprises, vous avez par exemple Haier, devenu aujourd'hui leader des produits électroménagers, cette boîte chinoise, aujourd'hui un des modèles d'excellence opérationnelle. Haier est très connu et son patron emblématique avait tout de suite dit, nous Haier, nous allons d'abord viser les marchés avancés, comme il disait à l'époque en Chine, les marchés développés. Donc ils ne se sont pas développés géographiquement proches au départ, ils se sont développés aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Et ça a été pour eux une sorte de courbe d'apprentissage accélérée, et c'est ensuite qu'ils sont revenus sur d'autres marchés plus proches ou économiquement émergents. Et un autre chemin suivi, on parle beaucoup de chemin d'internationalisation, un autre chemin suivi à l'inverse,
autre entreprise emblématique du Sud, au sens très large, c'est Cemex, les cimentiers mexicains. Cemex a suivi un chemin qui était tout de suite racheter des boîtes internationales. Ils n'ont pas très peu fait des choix, très peu de partenariats, ils ont tout de suite acheté dans des pays qui étaient culturellement proches. Donc ils ont fait très vite des acquisitions dans la zone hispanophone d'Amérique latine, puis des acquisitions en Espagne, et ensuite enfin des acquisitions aux US par exemple. Et à nouveau par rapport aux théories standards, aux modèles standards des entreprises occidentales qui se sont développées graduellement, beaucoup d'entreprises du Sud au sens large nous montrent qu'il y a plein de chemins possibles qui peuvent, pas toujours, mais qui peuvent fonctionner. Intéressant. Merci beaucoup. Monsieur Ismail, est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager sur cette thématique? Partage la question, excusez-moi. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager pour conclure sur cette conférence? On peut trouver ça très intéressant. Je suis très heureux d'avoir été invité à participer. Je vous répondrai volontiers à des questions plutôt qu'à celle-ci. Belle transition. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas, nos intervenants n'auraient pas répondu ce soir? Oui. Moi j'avais une question concernant la fuite des cerveaux. Et est-ce que moi j'ai toujours perçu ça comme plutôt quelque chose qui était en faveur du Nord et justement priver les gens les plus talentueux de leur pays. Est-ce que ça pourrait pas revenir? Est-ce que ça pourrait revenir à j'entends beaucoup de gens qui reviennent justement dans leur pays d'accueil après avoir travaillé pendant, ou s'être simplement formé ou avoir travaillé quelques années. Est-ce que ce sont des gens qui reviennent avec du coup le réseau, les connaissances, le savoir-faire dans leur pays, ou est-ce que majoritairement on reste sur un discours et sur une réalité qui est simplement de priver ces pays de leur meilleur talent? Ma première réaction à la chose, c'est que la France est sans doute victime d'une fuite de cerveau. Malheureusement, en partie. Et que comme sur beaucoup de ces sujets, on l'évoquait tout à l'heure, voilà, distinction nord-sud, développement, etc., on l'utilise encore comme un raccourci pour parler de certaines choses, mais elle n'est pas aussi nette. Et je verrais plutôt la France comme un pays où on perd peut-être nos cerveaux. Je pense pour beaucoup de grands groupes, et aussi très souvent dans le monde de la recherche, d'instituts de recherche en France. Et par ailleurs, oui, pour revenir dans votre question à vous et dans votre sens à vous, et vous entendez aussi la question des diasporas au sens large, et c'est pas tant des allées ou des retours que plus largement un fonctionnement, une mobilisation des diasporas est souvent un facteur aidant et facilitant au développement international. Et au-delà d'un simple aller-retour, je pense. On crée forcément des connexions qui sont utiles. Mais je ne suis pas du tout expert là-dessus. Oui, beaucoup de projets d'investissement, pas nécessairement de grande taille, sont portés par des migrants au retour de leur pays. Et le brain drain se traduit par un brain gain, c'est-à-dire qu'il y a cet itinéraire, cet apprentissage qui est fait dans un pays du Nord, et peut être un atout tout à fait crucial pour, une fois retourné au pays, monter une entreprise. La difficulté qu'on peut rencontrer, que moi j'ai observé assez souvent, c'est que cet ancien migrant retourné au pays, qui a cette connaissance de l'international, ou en tout cas des marchés du pays où il a pu travailler pendant un certain nombre d'années, c'est de faire passer ce message
dans son environnement, dans sa communauté, préserver son épargne pour pouvoir la mobiliser à des fins d'investissement et non pas à des fins de dépenses sanctuaires. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est parfois très difficile de ne pas être, dès la descente de la passerelle d'avion, de ne pas être harcelé. Donc on a monté quelquefois des circuits financiers de manière à essayer de préserver ça. Mais c'est vrai que c'est un détour tout à fait, ça fait partie de l'histoire économique, de ce qu'on enseigne dans cette maison, que le détour dans un pays étranger ou dans un contexte étranger est un élément important pour le développement d'une mentalité d'entrepreneuriat. Donc ma réponse est oui, il faut être très accueillant. Si on veut faire du développement à l'égard de personnes qui viennent de pays étrangers, il faut et puis les accueillir dans cette maison et leur donner l'opportunité de rester quelque temps et non pas leur imposer, qu'est-ce qu'on voulait leur imposer, une espèce de verser une certaine somme d'argent et qu'ils pourraient récupérer une fois qu'ils auront fini leurs études pour les obliger à rentrer, des choses affreuses. Donc oui, l'émigration est un facteur très très favorable à l'épanouissement de la mentalité d'entrepreneur, pour moi. Oui. Je regardais M. Ismaël. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, s'il vous plaît, moi ce serait par rapport au sujet d'une entreprise. Vous avez pris l'exemple d'un pays, je suis en plus, qui est le cacao, la Côte d'Ivoire, là où on produit du cacao, mais on ne fait pas de chocolat. Il y a souvent ce problème dans plusieurs domaines. Moi, par exemple, je travaille sur la vanille à Madagascar, sur mon mémoire, et j'ai ce même problème-là, là où il ne suffit pas que d'innover et d'aller plus loin, parce qu'il y a tout un autre environnement autour. Et selon vous, quelles sont les pistes où justement les entrepreneurs dans les pays du Sud peuvent aller pour se développer à l'international et prendre plus de valeur ajoutée dans leur activité? Je pense que on va demander à M. Ismaël de nous raconter la vanille malgache et la vanille de Réunion. Alors, j'ai du mal à entendre les questions parce que Comment développer l'exportation de la vanille malgache? La vanille malgache, c'est un secteur qui a subi des transformations récentes très importantes. Dès le premier à parler du cacao en Côte d'Ivoire, en Madagascar, c'est la vanille et la crème. Et effectivement, et puis du langue aussi, des choses comme ça. On fait aussi du cacao à Madagascar. C'est vrai que Madagascar a une position dominante dans la vanille. Malheureusement, il y a eu un certain nombre de nouvelles règles qui ont compliqué un petit peu la donne en matière d'accession sur les marchés. Et alors, il y a eu d'abord des valeurs ajoutées, mais beaucoup de pays se sont dit, mais tiens, si on faisait de la vanilline dans des produits artificiels pour remplacer la vanille, puis on s'est vraiment rendu compte que c'est pas si bon que ça, donc la vanille s'est redéveloppée. Et c'est vrai que Madagascar perd du terrain aujourd'hui, parce que la qualité est importante, parce qu'on a parfois des surproductions qui font que certains privilégient la quantité sur la qualité, puis aussi parce qu'il y a une nouvelle réglementation, mais là ce serait peut-être un petit peu long sur la politique des prix, avec une volonté de contrôler un petit peu le secteur. On reste un très beau pays, et c'est la vanille Bourbon de l'île de la Réunion, celle qui se vend dans des quantités bien inférieures, mais effectivement se développe et se vend à des prix sans doute supérieurs. Mais c'est un petit peu la comparaison. Enfin, je veux dire, voilà, si on comparait d'un côté les 80% de la production mondiale, il y a quelque chose qui pèse pour 1 ou 2%. Moi, je sur les phénomènes migratoires, sur la diaspora, Madagascar, vraiment le pays a bénéficié énormément de ces échanges universitaires, de ces jeunes qui sont partis. Moi, mon père a eu la chance de faire HEC en 1954. Mais c'est ça qui lui a donné l'idée peut-être de se lancer dans l'industrie à l'indépendance. Mais depuis, il y a eu plein de générations qui ont fait la même chose. C'est comme ça qu'ils reviennent. Alors au début, ils sont un peu ce que je décrivais tout à l'heure. Ils se disent moi je ne suis pas forcément tout prêt, donc je vais devenir franchisé. Je vais ramener des contacts d'Europe. Je vais monter quelque chose où je vais être d'abord distributeur, importateur, franchisé, puis je vais peut-être monter ma petite industrie locale. Donc c'est comme ça qu'on a vu beaucoup de choses se développer récemment à Madagascar. Et en même temps, je rejoins M. Jacquemot, il y en a beaucoup qui reviennent et qui repartent.
et qui repartent parce que arriver avec des constats sortant tout près de l'université de Dauphine, avec des concepts RSE, bonne formation, et devoir s'adapter aux réalités parfois de l'environnement africain, c'est pas simple. Et les règles sont parfois un peu complexes, et beaucoup d'entre eux, effectivement, sont très sollicités, et par la famille, par l'environnement, et puis d'autres, tout simplement que les règles sont trop complexes, et finalement se repartent dans le sens inverse. Et moi, on en voit beaucoup ici, qui sont des déçus de la diaspora qui reviennent et qui reviennent. Oui, sur la question d'avant, sur la montée dans l'échelle de valeur, finalement. Montée dans l'échelle de valeur. Le modèle iconique de beaucoup de pays asiatiques, c'est celui du Japon. Il y a un auteur indien qui s'appelle Nirmalaya Kumar, qui a écrit un joli livre il y a quelques années, Brand Breakout. Développement des marques de pays émergents. Et il rappelle que pour beaucoup de boîtes du sud ou pays émergents, le modèle japonais fait un petit peu foi. Le modèle japonais, on a commencé par du prix. On vend pas cher, on n'est pas cher. On pouvait penser à toutes les marques japonaises des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Le prix, après le volume, on produit beaucoup. Après une vision spécifique, un développement normatif en termes de qualité. Là, c'est l'époque du Lean, ou du relationnement du Toyota Way à la japonaise. Et là, il y a quand même un phénomène nouveau qui apparaît, c'est qu'il y a une transition vers une valeur ajoutée supplémentaire qui est la marque. Développer une marque. C'est pas tout d'avoir des produits qu'on va vendre d'abord pas cher, puis beaucoup, puis qui ont un bon rapport qualité-prix. Après, c'est une marque. Et une marque, c'est rien. C'est des mots, c'est un imaginaire. Et la construction de l'imaginaire est extrêmement coûteuse et extrêmement longue. Là, les entreprises japonaises ont mis 20-30 ans à franchir ce pas. Entre avoir une bonne voiture, pas trop chère que les gens peuvent se payer, et une voiture dont la marque est suffisamment désirable. LVMH, son patron se targue d'être dans le business de la désirabilité. La marque, c'est la désirabilité. C'est un savoir-faire extrêmement touffu, extrêmement. Et je crois qu'il y a même une 5e étape aujourd'hui, c'est au-delà de la marque, c'est de l'image de l'entreprise, l'image corporate. Que l'entreprise en général soit associée très positivement, un grand groupe, pas une petite boîte ici, un grand groupe soit associé positivement à quelque chose de fort. Ceci s'appelle, pour le Japon, la voie des tortues asiatiques, telle que l'on l'appelle en management international. Voilà, cette voie-là, en 4 ou 5 étapes. Et à nouveau, à chaque fois, c'est des choses très très différentes. Ça veut dire aussi que pour beaucoup d'entreprises de pays émergents, c'est un choix critique entre, je pense, des questions comme nous avons aussi M. Ismail, est-ce qu'on est en B2B B2B, c'est un monde, c'est des codes, ou en B2C. Parce qu'en B2C, là, il faut cette perception de marque, cette perception de qualité par les acheteurs finaux. Et c'est complètement différent que du B2B. Arrête là. On va faire une conf. Merci beaucoup, monsieur Marchand. Est-ce qu'il y a une dernière question dans l'audience? Justement, sur ce côté perception, tout à l'heure, on parlait de transport et de l'aspect environnemental qu'il y a autour, de se dire, bon, si une marchandise arrive du sud, sûrement elle pollue, parce que c'est une perception qui est faux. Et sur les phénomènes de protectionnisme dans certains pays, aux US, dans d'autres pays, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une montée des barrières à l'entrée pour les exportations sud-nord, voire avec de l'autre côté des phénomènes de volonté de souveraineté des pays africains, d'un repli des échanges et des investissements sur l'Afrique, non plus vers le nord, vers l'Europe. Oui, non, le risque est grand. Si le futur président américain applique la politique qu'il a énoncée, qui est une politique quand même ultra protectionniste, et qu'il trouve un écho dans les réponses européennes, dans les réponses chinoises,
qui sont les grands acteurs, qui, de leur côté, montent aussi leurs barrières douanières ou leurs barrières réglementaires, etc. On risque d'avoir des phénomènes de repli sur soi dans un certain nombre de régions du Sud. L'Amérique latine, ça paraît assez clair. Dans un certain nombre de pays asiatiques, ça peut paraître assez clair autour de pilotes, enfin d'économies suffisamment dynamiques qui peuvent porter une dynamique régionale. Le Vietnam en Asie du Sud-Est, l'Afrique du Sud en Afrique australe, etc. L'Amérique latine, probablement le Brésil peut jouer un rôle. Trouver des espaces, des écosystèmes plus viables qui sont des réponses. Voilà. Est-ce que ça sera de nature à satisfaire l'ensemble des besoins? Faut l'espérer, à des niveaux de productivité, à des niveaux de qualité qui soient suffisants, c'est possible. Puis, il peut y avoir des modifications dans les modèles de consommation aussi. Enfin, je pense, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais il peut y avoir des remises en cause des modèles d'importation absolue dans un certain nombre de classes moyennes, pour peu que les barrières tarifaires sont telles que les produits locaux sont équivalents ou meilleurs finalement à des prix plus attractifs que les produits importés. Donc oui, je pense que vous allez connaître dans les 10 ans qui viennent. Encore une fois, si le pire n'est jamais certain, mais si jamais les mesures ultra-protectionnistes qui sont en tout cas énoncées se mettent en place et qu'il y a une guerre en faveur du protectionnisme par les réponses qui sont apportées par les différentes économies. Possible. Vous avez une question? Oui, Ouais. Tenez. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais essayer d'articuler. Alors, pour revenir à ce qu'a dit M. Ismail, je fais partie de ceux qui sont revenus. Après mes études en France, je suis revenu au pays, Madagascar, pour essayer de commencer dans l'export. Et malheureusement, je suis revenu en France, parce que ça n'allait pas, justement, à cause des différentes barrières que vous avez évoquées. Ma question serait, quel conseil donneriez-vous à tous ces jeunes, qui sont nombreux, des jeunes malgaches en Europe, qui aimeraient lancer leur un business au pays, et notamment dans l'export? Quel conseil donneriez-vous pour contourner ces barrières? Merci. Il faut peut-être nous dire les barrières que vous avez rencontrées. Non? Les barrières administratives notamment. Monsieur Ismail, je ne sais pas si vous connaissez votre pays. Vous connaissez la France, revenez avec une idée de produit. Vous avez l'approche culturelle, puisque vous avez fait des études en France. Alors malheureusement, je ne vous vois pas, monsieur, vous êtes un gage, non? Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est dur, hein, Madagascar, pour être jeune entrepreneur, hein, c'est très compliqué. Et moi, je crois beaucoup au retour avec une petite idée d'un marché de niche sur des produits agricoles malgaches. Il y a le cacao, la vanille. On a vu qu'il s'était très clair, mais il y a plein de niches dans le poivre, dans plein de produits agricoles. Il y a des choses à faire en faisant. Et on essaie de faire différemment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la commodities une de plus. Il faut vraiment réfléchir à une idée de valorisation et de transformation. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Et en fait, effectivement, ceux qui réussissent plus que les autres, ceux qui d'abord suivent un certain nombre d'éco-certifications ou de labels, ou alors qui font un peu de transformation, qui vont apporter de la valeur ajoutée. Et là, moi je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est un pays qui, par nature, est agricole. Maintenant, bon courage, l'administration ici, il faut arriver avec un cœur un esprit bien fait et beaucoup de persévérance et de résilience. Il ne fallait pas le pays. Merci. Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Non. Eh bien, merci à vous en tout cas pour votre point de vue très intéressant et très pertinent. Et il nous reste 7 minutes. Si jamais vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, plus informelles, n'hésitez pas à venir voir nos intervenants pour en discuter. Et merci à vous d'être venus. C'est très encourageant pour des étudiants de master de voir qu'on est soutenus. Donc voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci, je ne sais pas si nous voit, mais...